Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la leçon sur Sailor Moon Super S. Pour rappel, dans la première partie de cette leçon que nous vous conseillons d'aller voir, on avait fait le topo habituel sur les infos générales de la saison et on avait un peu parlé du rôle de Chibiusa dans cette saison 4. Un peu trop parlé quand même, non? Disons que le sujet de Chibiusa a toujours tendance à déclencher les passions. Ah, c'est comme ça qu'il y a pas de dispute. En même temps, si on n'était pas passionné par Sailor Moon, on n'en aurait pas grand chose à faire de Chibiusa, non? C'est étonnamment juste. Mais comme on vous l'a promis, on ne parlera pas de Chibiusa dans cette leçon, car nous avons encore plein d'autres choses à dire sur cette saison 4. Je pense que ce serait bien de commencer par les méchants. Je précise qu'on se base uniquement sur les méchants tels qu'ils sont présentés dans l'animé. On ne commentera pas toutes les différences qui existent avec le manga, sinon on ne s'en sortira pas. On vous a dit pour l'instant que les méchants débarquent sur Terre à bord d'un cirque volant, qu'ils se font appeler le Dead Moon Circus, et qu'ils fouillent les rêves des humains à la recherche de Pégase pour lui dérober le cristal d'or. Comme d'habitude, les méchants sont à la recherche d'un artefact puissant, et ils vont suivre scrupuleusement leur hiérarchie pour s'attaquer aux Sailor. Au début de la saison, nous faisons la connaissance de Zirconia, une vieille sorcière décrépite qui semble faire office de chef dans le cirque, mais aussi d'intermédiaire avec la grande méchante de la saison, dont on parlera un peu plus tard. Pendant toute la première moitié de la saison, Zirconia a 3 lieutenants sous ses ordres, le trio Amazon composé de Tiger's Eyes, Ox Eyes et Fish Eyes. Le trio Amazon choisit lui-même les cibles humaines dont ils vont fouiller les rêves, et chaque membre du trio choisit une cible en fonction de ses goûts et de ses attirances. Tiger's Eyes et Ox Eyes choisissent toujours comme cible des femmes. Quant à Fish Eyes, il choisit toujours des hommes. Il faut préciser que, malgré son physique androgyne, Fish Eyes est biologiquement un homme. Il dit être attiré uniquement par les hommes, et lorsqu'il est en civil, il porte toujours des vêtements féminins. Est-ce que tu sens l'ascension arriver pour ce personnage? Oh oui. Et comme d'habitude, ça n'a pas loupé. Avec Fish Eyes, Sailor Moon montre encore une fois sa volonté d'intégrer dans son univers des personnages variés, que ce soit du point de vue du genre, de l'identité, des attirances, etc. Mais évidemment, l'ascension n'a pas laissé passer ça. Dans la majorité des pays, Fish Eyes est devenue une femme. Un changement facile à appliquer au vu du physique du personnage. Dans la version française, il est donc doublé par une femme. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on le voit torse nu dans un épisode de la saison, et d'après moi on voit clairement que c'est un homme, et pourtant, la scène n'a pas été censurée. Mais notre intérêt pour ce groupe de méchants va bien au-delà de la polémique suscitée par l'un de ses membres. Le trio Amazon est l'un des rares groupes de méchants à bien s'entendre. Ils peuvent s'envoyer des vannes, se moquer, se disputer, etc. mais comme le feraient des amis proches. Et surtout, ils ont l'air de se faire confiance et ils sont loyaux entre eux. Par exemple, Ox Eyes n'hésite pas une seule seconde pour s'interposer et prendre un coup mortel destiné à Fish Eyes. C'est vrai qu'on a plus été habitué à voir des lieutenants se tirer dans les pattes, se trahir et comploter contre les autres, souvent dans l'optique de prouver leur supériorité et de se faire bien voir par leurs supérieurs. C'était le cas par exemple entre Zoisite et Nephrite dans la saison 1, entre les sœurs Ayakashi dans la saison 2, et entre les Witches 5 dans la saison 3. Non seulement ça change un peu, mais ça, plus leur histoire personnelle, je trouve que ça facilite la sympathie pour ce trio, dont les méthodes pour fouiller les rêves des humains sont plus que discutables. Cette complicité et ce lien fort entre les membres du trio Amazon se retrouvent aussi dans le groupe de méchants qui leur succède dans la deuxième moitié de la saison, le Quatuor Amazon, composé cette fois-ci de 4 jeunes filles, Cele Cele, Pala Pala, Jun Jun et Ves Ves. Non seulement c'est très cool de retrouver cette dynamique positive dans ce groupe de méchantes, mais le Quatuor Amazon va même plus loin. Elles n'aiment pas recevoir des ordres, et elles ne cachent pas leur mépris pour Zirconia. Ce sont les premiers lieutenants que l'on voit qui ne cherchent pas l'approbation et la reconnaissance de leur supérieur direct. Cependant, le Quatuor Amazon respecte la grande méchante de la saison, la reine Nehelenia. Oui, c'est promis, on va bientôt en parler, car elle leur a offert ce qu'elle désirait le plus, la jeunesse éternelle. Chaque membre du Quatuor a reçu de la part de Nehelenia une Amazon Stone. Cette pierre leur confère jeunesse et pouvoir, mais elle permet à Nehelenia et Zirconia de contrôler les 4 jeunes filles. J'aime beaucoup le côté enfant perdu des Amazones, qui veulent rester jeunes et insouciantes pour toujours. Mais à la fin, elles choisissent volontairement de briser leur Amazon Stone, se libérant ainsi de l'emprise de Zirconia, et elles aident les Sailor à battre Nehelenia en lui subtilisant le cristal d'or. On en a déjà vu des méchants faire preuve de rédemption dans Sailor Moon, mais jamais de façon aussi cool que le Quatuor Amazon. Et si vos souvenirs sont bons, vous savez que le Quatuor Amazon est l'un des groupes de méchantes emblématiques de l'univers de Sailor Moon pour une dernière raison. Mais pour cette dernière révélation, il faut se tourner du côté du manga.
Oui, je sais, on a dit qu'on montrerait pas dans le jeu des différences entre le manga et l'animé, mais cette révélation est beaucoup trop cool. Dans le manga, on apprend à la fin de l'arc la véritable identité de ce quatuor. Elles sont en fait des guerrières Sailor. Sailor Ceres, Sailor Palace, Sailor Junon et Sailor Vesta. Leurs noms faisant référence aux 4 astéroïdes principaux de notre système solaire. On les appelle aussi le Sailor Quartet, et dans le futur, elles auront pour rôle de protéger Chibiusa. En fait, elles sont l'équivalent pour Chibiusa de Mercure, Mars, Vénus et Jupiter pour Sailor Moon. Avouez que c'est beaucoup trop stylé et qu'on ne pouvait pas ne pas vous mentionner cette information. Mais on vous a assez fait attendre, et il est temps de parler de la grande méchante de cette saison, l'une des méchantes les plus mythiques de l'univers Sailor Moon, la reine Nehelenia. On a déjà eu la reine Beryl, on a eu Black Lady, on a eu Mistress Nine, mais d'après moi, elles ne sont rien à côté du charisme, de la puissance et de l'importance de Nehelenia. Elle n'entre véritablement en scène qu'à la moitié de la saison, et ce qui claque tout de suite dès qu'on la voit, c'est son design. C'est clairement mon design de méchante préféré dans Sailor Moon. Ses yeux reptiliens, ses oreilles pointues, sa longue chevelure sombre qui flotte autour d'elle, même ses vêtements, elle a un design à la fois très classe, très beau et effrayant. Les méchantes ont toujours été très belles dans Sailor Moon, jamais autant que Nehelenia. Mais Nehelenia ne se limite pas à son aspect physique, son histoire est aussi intéressante. On vous a dit que Nehelenia a détruit le royaume des rêves, Elysion, et qu'elle a capturé son gardien Helios afin de lui prendre le cristal d'or. Mais Helios a réussi à projeter son esprit sous la forme de Pégase pour lui échapper. Donc pour l'instant, rien de novateur, c'est une banale quête de pouvoir similaire aux méchants des saisons précédentes. Mais c'est quand on se penche sur ses origines et ses motivations que ça devient vraiment intéressant. Et on rappelle qu'on se base uniquement sur ce qu'on apprend dans l'animé. Nehelenia se présente elle-même comme la reine légitime de la Lune. Rien que ça, c'est déjà intriguant. On apprend qu'à l'origine, Nehelenia gouvernait le royaume de la Nouvelle Lune, un astéroïde en orbite autour de la Lune. Elle se sentait très seule malgré la présence de ses nombreux sujets qui l'appréciaient énormément et ne cessaient de la complimenter sur sa grande beauté. Nehelenia passait ainsi des heures seule face à son miroir et elle finit par souhaiter de rester jeune et belle pour l'éternité. Inévitablement, Nehelenia demanda un jour à son miroir si elle resterait jeune et belle pour toujours. Mais le miroir ne pouvant mentir, il lui montra le reflet d'une femme vieille et laide. Et à partir de ce jour, le rêve de Nehelenia tourna à l'obsession. Elle se mit à extraire le miroir des rêves du corps de ses sujets pour absorber leur énergie et ainsi préserver son propre rêve de beauté et de jeunesse. Privés de leur miroir des rêves, ces sujets se transformèrent en lémures, les créatures bizarres qui peuplent le Dead Moon Circus. C'est aussi à cette époque que fut créée Zirconia, dont l'apparence ressemble beaucoup au reflet du futur que Nehelenia a vu dans son miroir. C'est alors que Nehelenia se mit à observer le royaume proche-lucien sur la Lune, le Silver Millennium, gouverné à l'époque par la reine Serenity, la mère de Sailor Moon. Et sa convoitise se tourna vers le Silver Millennium. Pour prendre la place de la reine Serenity, elle se mit en tête qu'elle avait besoin d'un artefact gorgé de pouvoir, à l'image du cristal d'argent de la reine Serenity. Elle jeta alors son dévolu sur Elysion, où se trouvait le cristal d'or d'Hélios. Mais la reine Serenity réussit à mettre un terme aux intentions maléfiques de Nehelenia et à l'emprisonner dans un miroir de ténèbres. La reine Nehelenia se présente en quelque sorte comme l'alter ego de la reine Serenity. Et j'aime beaucoup la symbolique autour de cette opposition. La lune noire et la lune blanche. C'est très littéral, mais ça fonctionne bien. En plus, on peut voir la reine Nehelenia comme le reflet maléfique de la reine Serenity, ce qui fait écho à la thématique du miroir. Toutes les thématiques autour de Nehelenia sont intéressantes. La solitude, les rêves de beauté et de jeunesse éternelle, et les miroirs en tant que reflet et en tant que prison. Non seulement elles font appel à des références intéressantes, comme la méchante reine dans Blanche-Neige, les enfants perdus dans Peter Pan ou le portrait de Dorian Gray, mais elles proposent aussi plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, dans sa solitude, la seule personne à qui était confrontée Nehelenia était son propre reflet dans le miroir. Son reflet est donc devenu la personne la plus importante pour elle. Cette situation, combinée aux incessants compliments qu'elle recevait sur sa beauté, son intérêt pour elle-même et pour sa seule qualité, en tout cas pour la qualité dont on ne cessait de lui vanter les mérites, ont tourné à l'obsession. Son reflet dans le miroir est donc devenu sa seule source de réconfort, mais aussi sa prison. Au sens métaphorique d'abord, puisqu'elle ne vivait plus que pour préserver son reflet tel qu'elle le voyait, puis sa prison au sens physique, puisqu'elle y fut emprisonnée. Elle est donc devenue prisonnière de son reflet dans le miroir, mais en devenant physiquement prisonnière de son miroir, elle est devenue son propre reflet. Subtil. Perso, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'image de Dorian Gray,
Son apparence est devenue plus maléfique au fur et à mesure qu'elle faisait du mal aux autres pour conserver sa beauté. Mais à la différence de Dorian, ce n'est pas son reflet, mais son physique, qui devenait certes plus démoniaque, mais qui restait toujours aussi beau et attirant. Néhélénia possède vraiment une beauté maléfique, encore un élément qui la met en opposition avec la reine Serenity. Et même si on n'en a pas beaucoup parlé, la création de Zirconia est aussi très symbolique. On l'a dit, elle ressemble beaucoup au reflet que Néhélénia a vu d'elle-même dans le futur. Vieille, laide, décharnée. Zirconia est donc un rappel constant de ce que Néhélénia déteste le plus. Et c'est aussi le seul membre du Dead Moon Circus auquel Néhélénia s'adresse. Et pour parler à Néhélénia, Zirconia le fait à travers le miroir dans lequel Néhélénia est prisonnière. Encore la thématique du reflet, sauf que cette fois-ci, la situation est inversée. C'est Zirconia, l'incarnation physique de la Néhélénia du futur, qui voit Néhélénia telle qu'elle rêve de rester, comme un reflet dans le miroir. Eh ben, t'es en forme aujourd'hui? En même temps, Néhélénia est un personnage tellement riche et intéressant, mais on n'a pas fini de raconter son histoire. C'est vrai. Malheureusement, Illusion commençant à s'affaiblir, Néhélénia en profita pour capturer Hélios, même si Pégase réussit à s'enfuir. Ses pouvoirs ne lui permettaient pas pour l'instant de se libérer de sa prison, c'est pourquoi Néhélénia a envoyé le Dead Moon Circus à la poursuite de Pégase. C'est aussi à cette période que les Amazones sont tombées sur le miroir de Néhélénia, qui les a ralliés à sa cause en leur promettant la jeunesse éternelle. La seule interrogation qui demeure, c'est qu'on ne sait pas trop si tout ça s'est passé avant, en parallèle, ou après que le Silver Millennium soit tombé et que les Sailors soient réincarnés sur Terre. Ces origines expliquent aussi la haine que Néhélénia éprouve pour Chibi Moon et Sailor Moon, car non seulement Pégase a trouvé refuge dans les rêves de Chibi Moon, mais surtout, elles sont les descendantes de la reine Serenity. De plus, lors de son combat final face à Super Sailor Moon, Néhélénia prend pour la première fois les traits tant détestés de son reflet, vieillesse et laideur. Super Sailor Moon la regarde avec compassion, et Néhélénia laisse exploser sa rancœur face à ce regard. Elle fait alors allusion au fait que la princesse Serenity lui avait lancé le même regard à l'époque, et que c'est ce regard qui l'avait emprisonnée la première fois. Ce qui signifie que Sailor Moon et Néhélénia se sont déjà rencontrés par le passé, même si Sailor Moon ne s'en souvient pas. Ça semble hyper minime, mais perso, c'est le genre de petit détail que j'adore, qui t'en dit peu, mais qui suggère beaucoup. Et je trouve que ce sont ces détails qui font la richesse d'un bon background. Et la fin de Néhélénia est aussi classe que le reste de son histoire. Ne pouvant supporter d'être devenue ce qu'elle redoutait tant, Néhélénia choisit de rester volontairement prisonnière des ténèbres de son miroir à tout jamais. Les restes du Dead Moon Circus la ramènent dans son royaume de la Nouvelle Lune. Néhélénia choisit de vivre dans la solitude, qu'elle a pourtant toujours eu du mal à supporter, en échange de la beauté éternelle. Dans l'animé, Néhélénia est donc la première méchante à ne pas avoir été vaincue et à partir à la fin de la saison, pour faire son retour dans la saison suivante. Mais ça, c'est pour une autre leçon. Cette scène est d'ailleurs l'occasion d'un moment très classe. Super Sailor Moon et Néhélénia se battent au sommet du Dead Moon Circus, qui a commencé son ascension. Néhélénia attrape le corps inerte de Chibi Moon et déclare que, puisque Sailor Moon a détruit ce qui était le plus précieux pour elle, sa beauté, elle lui ferait la même chose. Néhélénia jette le corps de Chibi Moon dans le vide, et Super Sailor Moon plonge à sa suite pour la rattraper. Je vous passe tout le détail, mais c'est une scène trop épique et émouvante. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les méchants. On avait beaucoup de choses à dire, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des méchants si intéressants. Il nous reste cependant un élément important à traiter qui pénalise beaucoup cette saison. Je vous ai dit que je trouvais cette saison très inégale et très ennuyeuse. Je vous ai dit aussi que ça venait en grande partie, d'après moi, des différences entre le manga et l'anime. Mais c'est surtout une différence en particulier. Dans le manga, les Uter Senshi sont présentes dans l'arc Dream. On les voit élever Otaru qui s'était réincarné en bébé, et les Uter finissent par rejoindre les autres Sailors pour affronter le Dead Moon Circus et Néhélénia. Pour le détail de ces événements, je vous renvoie à la review que j'ai faite sur le film Eternal Sailor Moon sorti sur Netflix, qui est un reboot de cette saison 4, hyper fidèle au manga. Mais dans l'anime de 92, les Uter sont absents de cette saison. Donc ça enlève des personnages et des péripéties intéressantes. Et du coup, ça multiplie aussi les fillers, notamment autour du trio Amazon dans la première partie de la saison. Ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Le trio Amazon fait partie de cette catégorie de mini-boss dans l'univers de Sailor Moon. Vous savez, ce sont ces lieutenants de base que les méchants envoient en premier au combat. Ils se font systématiquement battre par Sailor Moon et ses amis, jusqu'à ce qu'on envoie les méchants plus forts et plus importants. Le trio Amazon ne fait pas défaut à cette tradition, et ils enchaînent les combats, et surtout les défaites, face aux guerriers Sailor, sans changer une seule fois de tactique.
Cette redondance dans les épisodes est vraiment pénible. C'est vrai que c'était déjà le cas dans les saisons précédentes, mais le nombre d'épisodes consacrés à ces mini-boss dans Super S est beaucoup plus élevé que ceux des saisons précédentes. Et ça se sent vraiment. J'ai l'impression que cette première moitié de saison a duré des années. Dès que l'intrigue est lancée, on s'ennuie de ouf. Même structure, même intrigue, même tactique des méchants, mêmes attaques de Sailor Moon. L'épisode est plié, et on passe au suivant. Encore une fois, c'était déjà le cas dans les saisons précédentes de Sailor Moon, mais ça ne durait jamais aussi longtemps. Et ça continue dans une moindre mesure après l'apparition du Quatuor Amazon. Malheureusement, l'originalité des méchants n'arrive que trop rarement à casser cette redondance. Autre chose qui participe à l'ennui et la frustration durant cette saison, ce sont les combats. Les méchants pour thématique, le cirque. L'ambiance autour de ce thème et le design des démons des lieutenants sont vraiment sympas. Cependant, cette ambiance a tendance à tirer trop souvent vers le burlesque, et du coup on a du mal à s'impliquer dans les combats qui virent trop au comique. Ajoutez à cela la maladresse de Sailor Moon, qui est trop souvent mise en avant durant les combats. Ok, on a compris, on est sur le thème du cirque, mais c'est souvent trop exagéré. En plus, on a toujours droit à l'intervention de l'homme masqué pour nous rappeler qu'il existe, et lui donner tant bien que mal un rôle dans l'intrigue. Mais moi, ça me donne surtout l'impression que Sailor Moon ne peut pas se débrouiller toute seule. Et n'oublions pas ce qu'on a dit sur le fait que Sailor Moon ne peut pas utiliser le kaléidoscope lunaire si Chibiusa ne fait pas avant appel à Pégase. L'efficacité et l'utilité de Sailor Moon prennent malheureusement un sévère coup dans cette saison. Mais vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que Sailor Moon Super S possède mon animation préférée pour une attaque de Sailor Moon. J'adore l'attaque de Super Sailor Moon avec le kaléidoscope lunaire. Le design du kaléidoscope, la chorégraphie, le découpage de la scène, la musique, je pourrais la regarder en boucle. Et ça me fait trop rager qu'elle soit utilisée pour les combats les plus nuls de toute la franchise. Là, je suis d'accord à 100%. Cette saison possède les meilleurs méchants et de très belles animations, mais c'est presque du gâchis. La saison m'a paru tellement longue, et pourtant, c'est l'une des saisons avec le moins d'épisodes. Mais cette fois, j'ai eu le temps de m'arrêter sur des détails que je laisse couler d'habitude, et de relever des éléments qui auraient mérité d'être davantage développés. Par exemple, les intrigues des fillers sont davantage centrées sur les Inner Senshi. Ce qui est cool, car ça nous avait un peu manqué dans la saison précédente. De plus, les Inner ont toutes droit à un level up, ce qui n'était plus arrivé depuis Sailor Moon R. Cependant, une fois leur nouveau sceptre reçu, il faut attendre trop longtemps avant de voir leur nouvelle animation de transformation. Et elle ne sert pas à grand chose durant les combats. Beaucoup d'épisodes de cette saison 4 donnent vraiment l'air d'être faits à la hâte. Enfin, encore plus que d'habitude. Dans la plupart des fillers, on sent le manque d'implication. Soit on racle vraiment les fonds de tiroir à idées, soit les combats sont bâclés. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Naoko Takeuchi soit de plus en plus tenue à l'écart de ce qui se fait dans l'animé, mais après avoir revu cette saison, je comprends pourquoi j'en avais peu, et surtout de mauvais souvenirs. Et du coup, je peux comprendre aussi pourquoi c'est l'une des saisons les moins aimées des fans. Mais essayez tout de même de garder en mémoire tout le positif qu'on a pu en dire, car il y en a, et aucune étape de la grande histoire de Sailor Moon ne saurait être ignorée. En tout cas, on espère que cette nouvelle étape dans notre rétrospective Sailor Moon vous aura plu, et on a hâte de lire vos commentaires sur Sailor Moon Super S, et de savoir si vos souvenirs étaient aussi flous que les nôtres. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école du shoujo. Bye!